gauche à eux. Oui, c'est pour vous embrouiller un peu ça. Alors, de votre gauche à leur gauche à eux, vous avez Pascal Fechner, du Fort-de-France, James, de chez nous, d'OVNI Languedoc, Franck Morin, Gildas Bourdet et JFK. Alors, pas celui-là, l'autre, Jocelyn Keller, le vivant. Donc, je vous en prie à vous l'ouverture du feu, si j'ose dire. Voilà, je voudrais poser une question collégiale, c'est-à-dire à savoir de quelles preuves auriez-vous encore besoin pour valider l'existence de la réalité extraterrestre, vu que ça fait 70 ans qu'on collecte des informations et que ça devient un secret de polichinelle véritablement. Enfin, moi, je suis ancien contrôleur aérien militaire d'interception, et ayant déjà été témoin d'interception sur OVNI, on n'a pas intercepté des fers à repasser ni les pilotes qui étaient à bord des avions. Donc, ne serait-ce qu'à partir des pilotes français qui ont effectivement réalisé pas mal d'interceptions, dont on ne peut pas être Jack Green, qui était ancien leader de la patrouille de France, qui interceptait des objets grands comme des stades de foot avec son équipier. À mon avis, on peut en repasser encore des centaines, des témoignages comme ça, il y en a partout dans le monde. Donc, au bout d'un moment, il faut peut-être arriver à se faire une idée concrète de la situation et savoir que c'est une effet qui existe depuis des dizaines d'années et on tourne toujours autour en essayant de s'expliquer la chose. Moi, je pense que c'est peut-être venu le temps de se dire il y a un vrai problème qui existe déjà depuis longtemps. Le rapport Cometa, fait avec des généraux qui connaissaient bien la situation, vu que c'était le chef d'état-major de la défense aérienne, en fait, que j'ai connu aussi, qui justement disent qu'il y a un vrai problème qui vient des États-Unis, en particulier grâce à la rétro-ingénierie qu'ils ont pu faire sur les objets récupérés. Donc, compte tenu du gouvernement de ces avantages qu'ils ont pu tirer, certainement les garder pour eux, pour les développer. Donc, de quoi avez-vous besoin comme preuve supplémentaire par rapport à ça? Alors moi je vais répondre très brièvement pour deux raisons. D'abord parce que je vais devoir partir rapidement, j'ai un train pour rentrer à Paris. Après je laisserai mes petits camarades ufologues vous répondre. Moi je me positionne, je ne suis pas ufologue, je me positionne en tant qu'historien de l'étrange. Et donc moi j'ai besoin pour attester d'un événement ou d'une réalité de preuves tangibles. Aujourd'hui, je vais être franc avec vous, je ne les ai pas. Vous les aurez jamais? Ah bah, moi pour le coup je dis, il ne faut jamais dire jamais comme on dit. J'en sais rien, aujourd'hui, à date, je ne les ai pas. Après, il y a deux choses, il faut bien distinguer deux choses. Il y a le phénomène OVNI et la nature du phénomène. Sur le phénomène OVNI, je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour dire qu'il y a un vrai phénomène OVNI. C'est ce que vous dites, à savoir, il y a plein d'observations, il y a plein de choses, il y a plein de gens qui parlent de choses bizarres qui se passent ici ou là. Il y a un problème. Voilà, le phénomène OVNI existe, il faut se poser la question. Après, sur la nature, on peut y passer la nuit entière, et il y a plein d'hypothèses possibles sur la nature du phénomène. Il y a peut-être plusieurs natures, enfin voilà. Et vous dire aujourd'hui que les OVNI sont d'origine extraterrestre ou viennent d'une autre dimension ou du futur, parce que moi j'adore cette idée-là, j'en sais rien. Voilà. Je passe la parole à mon petit camarade. Oui, un petit mot, les ovnis du futur, j'y crois pas trop, ça, franchement. Concernant les preuves d'un phénomène aérien, c'est très difficile d'en réunir qui soient valables pour tout le monde. Par exemple, si vous êtes dans votre maison, près d'un village, non, il y a je parle de pilotes de chasse qui sont formés pour faire de la reconnaissance et évaluer le danger. Et ces gens-là, ils sont payés pour le faire. Eh ben, qu'allez voir le rapport de Dominique Weinstein, où il y a 1300, qui catalogue 1300 rencontres entre des pilotes et des phénomènes ou des aéronefs non identifiés. Donc on va dire que la base est déjà bien consistante, d'autant plus que dans cette base, il y en a qui sont corrélés au radar et au visuel. Il y en a qui sont juste corrélés au radar et d'autres qui ont les deux. Donc ça fait déjà un dossier assez épais, quoi. Mais a priori, ça ne suffit pas. C'est un peu le problème, justement, c'est que quand ça va suffire, je me demande, jusqu'à un moment donné où il y aura peut-être un vrai danger qu'on n'aura pas su voir avant, parce qu'on n'a pas voulu se faire une idée précise de la situation. Parce qu'on a tendance à court, ça fait 70 ans que ça se passe. 70 ans que tous les gouvernements dans le monde sont
dans le secret, parce qu'on sait qu'il y a un secret derrière, ils le reconnaissent presque, parce qu'ils mettent le couvercle à chaque fois qu'il y a un problème. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière, parce que c'est ce qu'il y a derrière, on peut un petit peu l'évaluer ça, petit à petit quand même, parce que c'est quand même un peu grave. Le problème est grave, parce que on parle du phénomène ovni comme si c'était une passion, il y a des lumières bleues, vertes. Il faudrait peut-être commencer à croire, un tant soit peu, les professionnels qui sont venus, dont le boulot c'était d'intercepter des intrus, qui l'ont fait, qui ont reconnu, qui ont rendu compte, et qui ont été étouffés. C'est même pas banal. Quand on défense à français, j'y étais pendant 21 ans, et au bout d'un moment on se pose des questions. Pourquoi? Il y a des généraux qui l'ont fait. Cometa a disparu aussi, on entend plus parler de Cometa. Et ça continue, l'affaire continue. On a des enfants d'Obama qui ne veulent pas révéler. Je ne veux pas révéler. Ah bon? Il n'a pas dit je ne sais pas, il dit je ne révélerai rien. Je ne peux pas révéler quoi que ce soit. Qui sait? Pascal, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette dissimulation? Moi, je vais juste vous répondre en tant que représentant du MUFON. Le MUFON existe aux USA depuis 1969. Les institutions ufologiques, APRO, NICAP et autres, se sont créées à l'époque puisque les citoyens sont partis du principe que leur gouvernement leur cachait la vérité. C'est ça la racine des mouvements ufologiques, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc, ce que nous faisons depuis des décennies, moi comme tous les gens qui m'ont précédé et tous les gens qui me suivront, c'est d'essayer de collecter des éléments, des preuves, qui vont nous permettre à terme de faire une conclusion. Simplement aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette collecte de preuves. Moi, je n'ai pas d'association ufologique qui a récupéré 2 corps exogènes, qui a récupéré 2 vaisseaux. On a des récits qui nous sont livrés. Gildas nous en a fait un tout à l'heure. Ce sont des récits extrêmes. On a des choses qui sont plus intéressantes. Je pense par exemple au livre d'Aztec. On a Roswell. Enfin, on a beaucoup de choses. Simplement aujourd'hui, je crois qu'il ne serait pas responsable pour une association ufologique de marteler que le phénomène OVNI est obligatoirement extraterrestre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'éléments irréfutables, je parle d'irréfutabilité, qui nous permettent de dire c'est extraterrestre. Pour ma preuve d'ailleurs, j'invite les enquêteurs du FON, et de façon plus générale nous sympathisants, à ne plus utiliser les mots extraterrestres, soucoupes volantes et autres, parce qu'aujourd'hui ce sont des mots trop connotés et qui concrètement, au niveau du gros public, bloquent le débat et bloquent la réflexion tout de suite. Dire alien, c'est pareil. Non, alien c'est pareil, je crois qu'il va falloir réinventer une sémantique pour pouvoir repartir sur des bases neutres en disant il y a un phénomène, il existe ne serait-ce que sociologiquement, puisque quand vous avez un témoin au téléphone ou quand vous voyez un témoin qui a vu quelque chose qui l'a choqué, ça c'est une réalité sociologique, autre que physique. Mais à partir de là, je pense qu'aujourd'hui, dire le phénomène existe, c'est irréfutable, ça me paraît un peu rapide à mon niveau. Demandez à des pilotes, comment vous avez déjà été à la radio pour contrôler des chasseurs qui vous décrivent un objet sphérique brillant, qui disparaît, qui revient, qui fait des zigzags et qui... on l'a déjà écrit tout à l'heure, mais c'est encore pire. Vous prenez les pilotes, sont quand même des gens qui sont payés pour faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller voir non plus à faire le tour de la Terre pour trouver d'autres témoignages. À un moment donné, il faut s'arrêter sur le témoignage. Avec des performances pareilles, ils auraient pu conduire le monde depuis très longtemps, puisqu'ils ont vu ces appareils. En fait, tout dépend de ce que vous appelez une preuve. En justice, un témoignage, c'est une preuve, on est d'accord? Oui, tout à fait, mais vous n'aurez jamais la preuve signée. Il faudrait que ce soit le président des États-Unis, par exemple, qui publie le document avec l'accord du Congrès, avec l'accord des forces armées. Tout à l'heure, vous disiez que les gouvernements étaient au courant massivement. Moi, je suis à peu près sûr qu'ils ne sont pas du tout au gouvernement, que les présidents, les premiers ministres et les ministres ne sont au courant de rien, parce qu'il y aurait peut-être un ou deux, mais il y aurait de trop grands risques de fuite. Imaginez si tout le monde était au courant. Tout le monde serait un Paul Hellyer. Ensuite, ce matin, je parlais de la poursuite d'un ovni, enfin de plusieurs ovnis par un mirage FE. Vous étiez là déjà, je crois. Nous, on a le témoignage du pilote. C'est une chose. Quand je dis nous, c'est les documents déclassifiés. C'est déjà beaucoup. Il est renforcé par 2-3 contacts du radar militaire. Il est renforcé par le témoignage des pilotes civils, etc. Ce qui nous manque, ça je ne vous l'ai pas dit, mais dans l'émission non officielle à l'époque du Mirage FE, il était armé pour détruire après reconnaissance si jugé hostile, mais je ne l'ai pas dit ce matin. Ce qui nous manque, c'est la carcasse de l'OVNI. Si c'était un engin extraterrestre,
la preuve ultime, c'est la carcasse de l'appareil abattu. Pensez bien que quand un appareil ça va comme ça, comme c'est arrivé à Roswell ou à Aztec, vous avez tout de suite les services secrets qui cachent la chose. Pensez bien qu'ils ne vont pas laisser à disposition du public. Oui, C'est évident. c'est C'est ça pour les premiers de toute façon. l'absence de la preuve n'est pas la preuve de l'absence. Il faut justement que ça arrive à la conscience de l'être humain lui-même, c'est sa responsabilité, de définir ce que va être sa réalité. S'il attend du politique qui lui dise bon, maintenant vous êtes autorisé à penser ça, on ne va jamais aller nulle part. Il faut que chacun se fasse sa propre opinion et la révèle et la dise. Si on nous cache des choses, la théorie du secret, elle n'a jamais été valable. On n'a pas une société sur le secret. On a bien compris que votre opinion, c'est qu'effectivement, il y a une chape de secret. Effectivement, parce que nous, moi je l'ai vécu, donc je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas vécu. Donc je ne suis pas le seul. Les pilotes ont tous parlé, parce que quand ils étaient là, ils ont pu parler, sinon leur carrière était foutue. Donc cette théorie-là, forcément, elle a reconnu quelque chose de caché. Pardon ? Oui, par exemple. Il y a plusieurs personnes qui lèvent la main derrière. Monsieur là-bas, levez la main. Oui, donc la remarque par rapport à la peur, effectivement, la peur qu'il se passe quelque chose, s'il y avait quelqu'un qui avait voulu faire quelque chose avec ces technologies, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Par contre, pour revenir sur l'aspect, les gouvernements savent, nous cachent quelque chose, on a eu le communisme, on a maintenant l'islamisme, quand est-ce qu'on aura l'ovnisme? Ça c'est une première question. Et la deuxième question, c'est comment éviter de se faire récupérer quand les gouvernements décideront de trouver un ennemi ailleurs que sur Terre. Oui, juste, je vais prendre la parole au premier. Je suis plutôt d'accord avec vous, justement, nous avons partagé fin de semaine un documentaire sur le complexe militaro-industriel en Amérique. Je vous rejoins aujourd'hui, on ne peut pas exclure que ce complexe militaro-industriel qui vit à travers l'expansion des conflits dans le monde, parce que pour vendre des munitions, il faut qu'on en tire, et pour en tirer, il faut qu'il y ait des guerres. On n'est pas du tout à l'abri que ce complexe-là se cherche ou crée des ennemis. Effectivement, à un moment, c'était le communisme, aujourd'hui, c'est le terrorisme islamique. Demain, ce sera peut-être effectivement la forme de vie exogène contre laquelle il faut se défendre. Et c'est vrai que quand vous lisez le livre du colonel Corso, on a déjà ça qui est en filigrane. Et aujourd'hui, là, Trump annonce sa Space Force et autres. On voit de ci, de là, des ufologues qui disent bah, ça y est, on a la preuve, si on fait la Space Force, c'est qu'on va être attaqué. Mais enfin, c'est vrai que quelque part, on peut se demander des fois si toute cette ufologie n'est pas aussi parfois montée en mayonnaise par ces marchands d'armes qui vont avoir besoin de nouveaux marchés, donc de nouveaux ennemis. C'est une vraie théorie pour moi à la thèse ufologique, effectivement. Mais pourtant, ce ne sont pas les ennemis qui manquent sur la Terre même. Bon, enfin, je pense qu'on a, du moins pour ce qui concerne l'Occident s'est fait assez d'ennemis, pour des raisons X et Y, pour ne pas avoir peut-être à en chercher de nouveaux, mais tout est possible. Là, je suis d'accord avec Pascal. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, enfin, moi je suis partisan, je crois qu'il y a un certain nombre d'ici de ça, je suis partisan de l'hypothèse extraterrestre, bien que je n'exclus pas d'autres possibilités. Mais il y a une bonne raison à ça. C'est qu'il semble bien qu'on ait affaire, dans beaucoup de cas, à des appareils tout à fait matériels, physiques, ce que les anglo-saxons appellent le nuts and bolts, tôle et boulon, bien qu'il n'y a pas de tôle et boulon en réalité. Il y a plusieurs choses qui montrent. Mais la preuve, c'est que de temps en temps, il dégringole, il tombe. Roswell, Aztec peut-être, le crash, ce que j'évoquais ce matin dans ma présentation, le crash en Russie de la côte 611. Bref, les exemples sont innombrables. Il y a les exemples aussi de ce qu'on appelle les near misses, les collisions évitées de justesse, dans l'espace aérien, avec des avions civils, militaires. Il y a des milliers de cas. Et de temps en temps, et même de temps en temps, ils se sont fait allumer par nos missiles.
Il y a un exemple que cite Donald Keyhoe dans son excellent livre Les étrangers de l'espace, paru en 70, je crois, où il donne l'exemple d'un croiseur lance-missile dans l'Atlantique Sud qui aurait dégommé un ovni à 6000 mètres d'altitude avec un missile mer-air. Il y a l'exemple que j'ai cité aussi de Blue Cabin, peut-être que là aussi il y a eu, ils en ont été pour leurs frais, c'est-à-dire ils sont venus se promener au-dessus d'un territoire interdit, on leur a fait clairement savoir, enfin des autorités, leur ont fait clairement savoir qu'il ne fallait pas venir, que c'était mal et que ça se payait. Et parfois il y a pu y avoir des accidents. Ce qui prouve, enfin ce qui suggère, pardon l'expression, ce qui suggère que la technologie qu'on leur attribue le plus souvent, moi j'ai entendu des choses absolument énormes, ils auraient des millions d'années d'avance, etc. Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Il se peut que, vous savez que selon le modèle de Kardashev, il y a plusieurs types de civilisation, hein, type 1, type 2, type 3. Nous en sommes au stade 0,8. On n'a pas encore atteint le type 1, c'est-à-dire une société qui peut tirer son énergie, qui peut maîtriser l'énergie de sa planète. Le type 2, c'est maîtriser l'énergie de son étoile, et le type 3, c'est maîtriser l'énergie d'une galaxie tout entière. Nous en sommes à 0,8. Donc d'ici la fin du siècle, on atteindra le type 1, peut-être même avant. Et je ne suis pas le seul à le dire, il y a des experts beaucoup plus calés que moi qui le disent aussi. Et qu'on peut supposer que les étrangers auxquels nous avons affaire seraient peut-être du type 1 ou du type 0,9. Leur avance n'est pas si considérable qu'on le prétend. Et je rajouterai la même phrase, la preuve, c'est qu'ils dégringolent, ils tombent. Il y a des crashs. Les crashs, ça peut être nous qui les provoquons, en leur tirant dessus, ça s'est vu. Ça peut être le fait que la technologie n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait paraître. Après tout, nos propres avions tombent de temps en temps par accident. Et on a vu de multiples exemples de ça. Les avions dégringolent, et pourquoi pas les ovnis aussi. Roswell, qu'est-ce qui s'est passé? Certains disent qu'il aurait été touché par un éclair au moment de l'orage, d'autres même vont jusqu'à dire qu'il aurait été abattu par la TCA. Je ne sais pas, je n'y étais pas. Ça se passait en 1947. Donc, toutes les hypothèses sont possibles, mais en attendant, le fait est certain, ils tombent. Et s'ils tombent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur manière de gérer l'énergie ou dans la technologie de leur machine. Voilà ce que, personnellement, je pense qu'on peut dire pour l'instant. Alors, bien entendu, on peut être admiratif devant les performances, la façon de tourner en angle droit à grande vitesse, de manipuler peut-être la gravité interne d'un vaisseau en se déplaçant d'une vitesse zéro à une vitesse de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres à l'heure dans l'atmosphère, et pourquoi pas dans l'espace. Dans l'espace, on a vu avec le célèbre épisode filmé par la navette, la mission STS-48 en 1991, on a un objet qui a fait demi-tour avec une accélération de 16 000 G. 16 000 G, c'est aucun organisme que nous connaissons ne peut résister à une accélération brutale de 16 000 G. Déjà, les pilotes humains perdent connaissance à 9 G. Donc 9 G, ça veut dire 9 fois la gravité terrestre. 9,80 mètres par seconde au carré. Donc, mais parfois, la technologie semble ne pas être à la hauteur de ce qu'ils voudraient faire. Et puis, s'il est vérifié que, je crois qu'il y a des exemples qui sont quand même parlants, mais qui ont été cités par des gens compétents et des opinions autorisées, si parfois on les dégomme avec des missiles ou avec des canons, peu importe, même avec des tirs de missiles d'avion, eh bien, c'est un signe clair qui est adressé à des étrangers qui viennent ici se promener impunément au départ, pour faire du renseignement, pour faire de l'espionnage, ou parfois pour tenter de provoquer des départs de missiles intercontinentaux
On ne leur a rien demandé. Et donc, toute intrusion dans l'espace terrestre est considérée comme une agression. À moins d'arriver en mettant un drapeau blanc et en disant nous venons en paix, mais jusqu'à présent, personne n'a fait ça. Autrement dit, de temps en temps, vous venez, ok, vous venez, mais vous montrez patte blanche, sinon on vous descend. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans au moins 3 ou 4 cas. Alors si James a raison, il y a quelque chose qui le corrobore au niveau historique, au niveau de l'histoire humaine, c'est qu'en 91, l'aviation irakienne a été balayée par l'aviation occidentale, essentiellement parce qu'ils avaient 20 ans de retard au niveau technologique. Et que les contre-mesures électroniques de l'Occident dépassaient totalement celles de l'Irak. Deuxième chose, par contre, il y a un truc qui m'étonne, tu dis qu'on a pu calculer les G avec STS-48, le petit point, alors on parle du petit point blanc qui fait demi-tour. Oui. Comment on a pu calculer ça? Ça m'étonne parce que comment veux-tu évaluer la distance sur cette vidéo? En fait, c'est peut-être même pas nécessaire d'évaluer la distance. Enfin, on a évalué la distance à 2000 km. La distance entre la caméra de la navette et l'objet, ou les objets, puisqu'apparemment il y en avait plusieurs, elle a été évaluée à 2000 km. Il y a des instruments optiques capables de faire ça. Mais ça peut évaluer. On a la taille alors? Pardon? On a la taille de l'objet? Je ne sais pas, peut-être les officiels ont pu déterminer la taille de l'objet. À 2000 km, c'était un tout petit point lumineux, blanc, comme on l'a vu sur la vidéo, hein, la fameuse vidéo qu'on a récupérée. Mais l'accélération, elle peut être très facilement déterminée. On évalue la vitesse apparente, il y a tout un outil mathématique qui permet de faire ça. Mais la vitesse ne peut être évaluée que si tu sais quelle est la distance parcourue dans un temps donné, c'est ça que je veux dire. Voilà, oui, mais ça vaut partout. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a déterminé que l'accélération, lorsque l'objet a fait son demi-tour selon un angle de 173 degrés, je crois, ouais, c'était quasiment presque 180 degrés, pas tout à fait, son accélération à partir du point où il s'est arrêté aurait été de 16 000 G, ce qui est gigantesque. Et d'ailleurs, même si elle n'avait été que de 1000 G, c'était déjà extraordinaire. Ce sont des accélérations que nous ne savons pas, nous, produire. Donc pour faire ça, il faut des moteurs d'un genre exotique, d'un genre nouveau, des moteurs dont nous ne disposons pas. Parce que nous ne pouvons pas, notre technologie ne nous permet pas de déployer des accélérations de ce genre. C'est intéressant que ce soit toi qui dises ça, parce que tu viens de dire il y a 5-10 minutes que, dans le fond, ils sont peut-être pas tellement plus avancés que nous, puisqu'ils arrivent, ils s'écrasent. Alors là, il y a quand même un petit problème, parce qu'ils s'écrasent, d'accord, mais alors ils sont capables de faire des manœuvres absolument époustouflantes aussi. Donc on est quand même un petit peu dans le noir, là. Ça peut paraître paradoxal, mais on le voit chez nous même. On a des avions qui peuvent voler à 3600 km/h, comme l'ex-avion furtif SR-71, 3600 km/h, et pourtant, une fois au moins, il s'est écrasé. Il est en titane aussi. Il est tombé dans le désert de Nouveau-Mexique, et puis alors l'armée a tout récupéré, évidemment, parce que c'était un avion hyper secret, donc il ne fallait pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Ou dans le Nevada, peu importe, dans ce désert, et il est tombé. Et on a souvent des accidents d'avions civils ou militaires, alors que nous avons des technologies extrêmement sophistiquées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de comment on conçoit un avion de combat moderne. Il y a des centaines de milliers d'heures de travail, il y a les meilleurs experts, les meilleurs ingénieurs en aéronautique, qui conçoivent et qui fabriquent ces systèmes-là, et pourtant, de temps en temps, ils tombent. Alors, ça peut être une erreur humaine, ça peut être un défaut technique auquel on n'avait pas pensé. Regardez l'histoire de la navette, laquelle c'était la navette. Un morceau de mousse polyuréthane s'est détaché, a percé le bord d'attaque de l'aile. Et puis la navette, à son retour sur Terre, elle a flambé. Moyennant quoi, il y a eu 8 astronautes de mort. Donc, et pourtant, la navette, c'est le summum
du moins à l'époque encore, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était le summum de la technologie qu'on était capable de produire. Alors, heureusement, on en a perdu qu'une ou deux, il y a eu Challenger aussi, mais voilà, il y a toujours un grain de sable qui vient se glisser dans la machine. Alors, si c'est comme ça chez nous, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas comme ça chez d'autres. Et se déplacer, ça n'empêche pas qu'ils peuvent se déplacer avec des accélérations de 16 000 G et des vitesses. Alors, toujours pareil, on a évalué la vitesse de l'objet filmé par la mission STS-48 à 375 000 km/h quand il est reparti. C'est un avantage, mais si vous avez bien vu le film, on l'a manqué de peu. Si vous avez bien regardé la vidéo, lorsque l'objet s'éloigne, on voit deux traits de lumière qui viennent du sol. Alors, ça peut être des missiles ultra rapides de type Spartan ou des trucs comme ça, ou alors des armes à énergie dirigée. Et nous possédons des armes à énergie dirigée. Des lasers de combat à grande puissance, des armes à faisceaux de particules. Bon, il a échappé, mais il aurait pu s'en prendre un de plein fouet et dégringoler. Ben, de temps en temps, ils n'ont pas su, puisque les missiles les ont abattus. Oui, mais ils ne savent pas toujours. Oui, mais n'empêche, alors ça veut dire que... c'est le point de vue, c'est le point de vue que j'ai développé ce matin, c'est le point de vue de la dissuasion mutuelle assurée. Vous pouvez nous faire du mal, mais on peut vous en faire aussi. Autrement dit, réfléchissez avant de faire quelque chose. Alors, comme Jocelyn va bientôt partir, est-ce que quelqu'un a une question plus particulièrement pour lui? Oui, c'est à propos de notre collègue du Buffon qui... n'était pas assez près du micro. À propos de notre collègue du Buffon qui nous disait qu'il faudrait bannir de notre vocabulaire le mot extraterrestre. Excusez-moi, juste, on vous redonne la parole dans 2 secondes. Je vais être casse-pied, mais c'est une question à Jocelyn, parce que dans 3 minutes, il s'en va. Sinon, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et ensuite, on vous redonne le micro, promis. Thierry, tu lui redonnes le micro après. Pour une question pour Jocelyn. Juste une question qui peut vraiment filer. Alors, vous avez dit que la balle de fusil avait... Encore Non, c'est très intéressant. S'ils ont une technologie avancée, donc pour pouvoir arrêter les armes à projectiles, Oui. donc ils peuvent les arrêter, les ralentir. Donc, pourquoi un vaisseau spatial peut se faire abattre? Sans doute, soit il a une protection, un bouclier d'énergie qui est possible, et donc peut-être qu'il a été désactivé, et là il peut se faire abattre, ou alors il a des niveaux de vaisseaux qui ont des technologies plus ou moins développées, et qui viennent quand même... Il y a, j'ai envie de dire, il y a autant de réponses que de questions. C'est-à-dire que, déjà, il faudrait prouver que l'histoire de Carl Higdon, il a été vraiment confronté à quelque chose qui n'est pas terrien, terrestre, première chose. Et puis après, oui, effectivement, peut-être que quelqu'un, quelque part, a une technologie qui permet de faire ça, et puis quelqu'un encore ailleurs ne l'a pas encore. Différentes identités, de différentes technologies avancées, comme on fait sur Terre. Il y a des motos qui sont développées. Il y a des gens qui... dans certains pays. Exactement, vous allez sur Terre, vous avez des gens qui ont... Une diversité. Regardez l'agriculture, il y a des gens qui ont des techniques hyper sophistiquées, puis des gens qui font encore des trucs qu'on faisait il y a 200-300 ans. Voilà, merci. Tu redonnes au monsieur. Retour, monsieur, on a eu sa réponse, Merci. Oui, donc je m'adresse à notre collègue du Buffon. Vous nous disiez qu'il fallait bannir de notre vocabulaire le mot extraterrestre. Effectivement, ça semble logique, puisque rien ne prouve... En tout cas nécessaire. Mais ce qui m'ennuie là-dedans, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression qu'on veut coller à l'ufologie une sorte de vérité scientifique. On veut rendre l'ufologie scientifique. Voilà. Et c'est bien ce qui me gêne. Le phénomène n'étant pas reproductible, il est fort peu probable qu'un jour nos scientifiques s'intéressent de façon sérieuse au sujet. Donc, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement éviter de se préoccuper de la vie des soi-disant scientifiques, d'autant plus qu'il y en a comme Jean-Pierre Petit qui s'y intéresse, donc est-ce qu'il ne faut pas laisser de côté l'aspect scientifique et s'intéresser uniquement à l'aspect, disons, philosophique, voilà, philosophique ou autre, enfin...
On constate des phénomènes, on s'intéresse à ces phénomènes et on ne se préoccupe pas de savoir ce qu'en pensent les scientifiques. L'avis des scientifiques n'est pas notre problème. Oui, mais si Je finis avec un petit point. Notamment, je vais faire un parallèle avec l'astrologie. Pardonnez-moi, on quitte l'ufologie, mais bon. Aujourd'hui, on trouve des astrologues qui veulent rendre l'astrologie scientifique. L'astrologie ne peut pas être scientifique par définition, c'est de l'astrologie. Donc si on veut rendre l'ufologie scientifique, c'est un petit peu comme si on veut rendre l'étude du marc de café scientifique, ça n'a aucun sens. C'est normal. Il faut s'arrêter aux faits, il faut s'arrêter aux faits et ne pas se préoccuper de l'aspect soi-disant scientifique, enfin à mon sens. Et donc si on emploie le mot extraterrestre, si on emploie le mot alien ou autre, c'est très bien, il n'y a aucune raison d'en changer. Donc ce que vous voulez, c'est que l'ufologie soit une croyance. Pas une croyance, on se contente de faits. Si c'est pas de la science, on se contente de faits. Ce sont des faits, rien que des faits, et on étudie ces faits, rien de plus. Ah, vous me parlez de philosophie, là vous me parlez de faits, donc je comprends pas. Comment voulez-vous étudier des faits autrement que scientifiquement? Oui, ça s'appelle une religion. Non, ça s'appelle une religion. Moi, je ne veux pas transformer... Mais vous savez, la science, le scientifique, il n'est ni plus ni moins que dans un paradigme religieux. Point barre. Il ne s'intéresse qu'aux phénomènes reproductibles, c'est une forme de religion. D'accord, donc alors je reprends. Il ne faut pas se pencher de façon scientifique sur le phénomène ovni, c'est ce que vous dites. C'est pas qu'il ne faut pas se pencher de façon scientifique, c'est qu'il ne faut pas se préoccuper de l'avis des scientifiques. Ah, d'accord. Il faut se contenter de faire de l'ufologie, à mon sens, de faire de l'ufologie, parce qu'on s'intéresse à l'ufologie, en étudiant des faits, mais après, que tel prix Nobel nous prenne pour des rigolos ou pas, ça n'est pas notre problème. Alors, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'effectivement, des prix Nobel ne vont pas s'intéresser au domaine de recherche si on leur transmet des livres comme ceux dont nous a parlé Gildas tout à l'heure. Ça, c'est évident. Mais ils ne vont pas s'y intéresser, puisque de toute façon, le phénomène n'est pas reproductible. Alors, comment un scientifique pourrait-il s'intéresser à un phénomène qui n'est pas reproductible? C'est insensé pour lui. Pas tout à fait vrai. C'est insensé. Il y a Jean-Pierre Gaultier, vous en parliez tout à l'heure, qui a essayé de reproduire le moyen de propulsion des, entre guillemets, secours volantes. Rappelez-vous, quand il a développé la MHD, il s'est posé la question à la base, comment font-ils pour voler? Et il a développé la MHD. Donc oui, il a essayé de reproduire... Jean-Pierre Petit est un scientifique, je dirais, exceptionnel dans le monde de l'ufologie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire... C'est quand même assez exceptionnel, sa façon de voir les choses. Oui, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas un phénomène reproductible à partir du moment où, ne serait-ce qu'une fois, on a tenté de le reproduire. Après, je suis d'accord avec vous, c'est difficilement reproductible, c'est difficile étudier pour un scientifique qui ne veut pas perdre son discrédit. Je suis d'accord avec vous. Quant à ne pas, ne pas tenir compte des scientifiques les scientifiques, ils s'en fichent, ils ne critiquent pas, ils ne rigolent pas, ils ne communiquent pas dessus, moi je dirais, la plupart en tout cas. Non, je crois simplement qu'aujourd'hui, il faut parler de ce phénomène de façon rationnelle, tout simplement pour que les scientifiques, petit à petit, s'y mettent. Mais un scientifique, au départ, c'est un enfant, c'est un adolescent, et je pense qu'il faut lui donner les bons réflexes. Et lui donner le matériel qui va lui permettre de se pencher sur la question, tout simplement. Aujourd'hui, l'ufologie est un domaine totalement raillé, pour des raisons qui sont valables et pour d'autres qui le sont moins. Maintenant, faire de la sociologie, faire de la philosophie avec l'ufologie, bon, si vous me connaissez un petit peu, vous comprenez bien que je suis d'accord avec ça, mais on doit rester sur l'analyse factuelle et scientifique des observations qui nous ont faites. On ne peut pas faire cette économie, c'est impossible. Oui, parce que je connais un petit peu l'histoire de Coel Corso, que j'ai d'ailleurs rencontré en Italie. J'avais son livre qui est paru un an avant, et j'ai même son livre, il me l'a dédicacé. Il est mort de moi après, le pauvre Coel Corso. Ça lui a pas réussi. J'ai lui ai porté la poisse. Non, le Coel Corso, je pense que c'est un cas très embêtant parce que
Moi, je l'ai vu, son comportement. Il avait un monsieur tout à fait respectable. Il était venu à la conférence de Saint-Marin, San Marino, avec sa belle-fille et un petit-fils. C'était des gens très convenables, la bonne bourgeoisie américaine. Le fils avec cravate, chemise blanche et cravate, à la table du dîner final. Et donc, moi, j'ai tendance à... Je ne veux pas dire des choses trop critiques ou méchantes, mais la vie de beaucoup d'ufologues américains est non des moindres, je crois. Je citais Bruce McCabe, des gens comme ça, ou d'autres, du MUFON d'ailleurs, de la revue IUR, tout ça. Il a été très critiqué, mais à juste titre, parce qu'il a dit des choses qui ne sont pas tellement crédibles, qui se collent pas très bien. Donc le cas du colonel Corso, je crois qu'il vaut mieux laisser reposer dans sa tombe, le colonel Corso. Et pour avoir un cas concret, simplement, il a donné des dates d'affectation sur certaines bases, et ces dates d'affectation n'étaient pas les bonnes. Bon, ben voilà. Effet. Ah ouais. Non, mais du coup, il ne pouvait pas être là où il dit avoir vu ce qu'il a vu. Je voudrais rebondir sur ce que disait votre voisin de droite là, tout à l'heure. L'ufologie, il est clair que l'ufologie ne peut pas être considérée comme une science. Ça, c'est évident, je crois que tout le monde est d'accord. Mais elle utilise, ou elle tente d'utiliser, les outils de la science. Alors je vais peut-être vous étonner, mais dans la communauté scientifique a été longtemps hésitante sur le phénomène ufologique. Mais si vous lisez un peu la littérature, vous constaterez qu'elle est de plus en plus, j'allais dire non pas unanime, mais il y a de plus en plus de membres de la communauté scientifique internationale, et je peux vous citer des gens qui sont au moins nobelisables, ils auront peut-être le prix Nobel, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant ils l'ont pas, ils seraient nominables, qui ont accepté l'idée que nous soyons visités par des civilisations étrangères, extraterrestres. Et ceci est venu à l'appui de toutes les découvertes récentes depuis les années 90-95. Comme je le disais ce matin, on a découvert 3850 exoplanètes. La première c'était 92. Elle tournait autour d'un pulsar, c'est pour ça qu'on n'en a pas trop tenu compte. Mais disons 95, c'est la découverte de Michel Maillard. Et depuis, on en a trouvé, alors entre les confirmés et les candidats, il y en a à peu près 6000. Et pour l'instant, on en a 55 ou 57 qui sont considérés comme habitables. Et pourquoi pas habités? Bon. Passons. Là-dessus est venu se greffer ce qu'on appelle l'astrobiologie ou l'exobiologie. Et tout ça, ça fait qu'un certain nombre de grands scientifiques, et je ne parle pas des moindres, hein, Neil deGrasse Tyson, le regretté Stephen Hawking, Michio Kaku, l'astrophysicien Bernard Heisch, enfin, il y en a un panneau de gens qui n'ont plus rien à craindre pour leur réputation et qui maintenant s'expriment. Et qui s'expriment de manière, alors bien sûr, ils ne disent pas « Ah, ça y est, j'ai eu la révélation, je crois aux ovnis », non, pas du tout. Mais ils montrent à la communauté dans son ensemble et au grand public, par là même, puisqu'on les écoute, on les entend, parce qu'ils arrivent à parler un langage que tout le monde peut comprendre, ils ne parlent plus seulement en équation. Ils tiennent un langage à travers lequel on perçoit leur adhésion à l'hypothèse extraterrestre. Bien sûr, ils ne disent pas « je les ai vus », puisqu'en général, ils ne les ont pas vus. Mais, comme ce sont des esprits supérieurs, j'insiste, ce sont des esprits supérieurs. Ce sont des gens dont le QI oscille entre 140 et 200. Vous voyez, donc, ce sont quand même des gens qui non seulement ont une culture scientifique extrêmement étendue, et une intelligence qui leur permet d'intégrer la connaissance et d'en dégager les conclusions.
vous avez des gens comme Michio Kaku, et en plus ce sont des gens qui ne sont pas des jeunes, ce ne sont pas des jeunes de 25 ans qui sortent de l'œuf et qui viennent nous dire « Ah oui, j'ai le machin. » Non, non, ce sont des gens qui ont au moins 60 ans. Et ça, c'est tout nouveau dans la communauté scientifique. Il y a 30 ans, on n'avait pratiquement personne. Mais avec les nouvelles découvertes scientifiques, purement alors, scientifiques, c'est-à-dire empiriques, la découverte des exoplanètes, les avancées de l'exobiologie, tous ces gens en sont venus à se dire, mais si nos modèles nous montrent que la vie peut exister ailleurs, alors les ovnis, pourquoi pas? Donc, et c'est le langage de la science. Et cette question ne pourra être résolue que par la science. Aucun autre mode de pensée, ni philosophie, ni religion, ni croyance, ni tout ce fatras d'illumination ne peut venir à bout de la question. Seule la science pourra résoudre cette question. Oui, alors on peut faire des statistiques, des probabilités, etc. Parce que votre collègue, vous disiez, monsieur, tout à l'heure, le phénomène n'est pas reproductible. C'est vrai. Mais au début d'une observation, aucun phénomène n'est... enfin, tous les phénomènes sont d'ailleurs... Le phénomène ovni, dans un certain sens, est reproductible, puisqu'on en voit tout le temps. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une observation. La question, c'est, lorsque vous voyez un vol d'oiseau, vous vous dites, voilà un vol d'oiseau. Mais vous ne pouvez étudier les oiseaux que lorsque vous en avez capturé un, ou que l'un est tombé par accident. Et à ce moment-là, vous savez comment est fait un oiseau. Alors il est possible, et même fort probable, que des ovnis ont été récupérés par les militaires, étudiés par les scientifiques, dans des endroits bien entendu secrets, et eux, ils savent. Mais nous ne savons pas, et peut-être que nous n'avons pas à savoir. Non, mais c'est toujours la différence. Juste sur sur le fait que ce soit reproductible ou pas. Imaginez-vous, vous êtes une tribu aborigène, ou dans la forêt équatoriale. Vous voyez un hélicoptère qui passe au-dessus de votre campement. Non, vous n'allez pas savoir le refaire, hein, l'hélicoptère. Pourtant, il existe. Hein. Et donc, le grand chef va vous dire, non, ce n'est pas reproductible. Bah, c'est normal, on n'a pas la technologie pour le faire. Mais c'est pas pour ça qu'il faut occulter. Le grand chef ne va pas se préoccuper de la vie scientifique. Vous parlez de non-reproductibilité, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est parce que nous n'avons pas les moyens techniques pour le faire, on ne peut pas dire que ça ne l'est pas. Aller au Moyen-Âge, on ne savait pas faire des avions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que nous n'avons pas la technologie que ce n'est pas possible de le faire. C'est dogmatique comme point de vue. C'est comme les téléphones, c'est comme tout. Mon propos, c'est de vouloir à tout prix associer la science et l'ufologie. Ce sont deux données différentes. L'ufologie, c'est... Mais l'ufologie est une transversalité de domaines, histoire, sociologie, science. Vous ne pouvez pas dire que l'ufologie n'est qu'un domaine de recherche. La force de l'ufologie, c'est un domaine de recherche où on a besoin de tout, de les autres domaines. Donc bien sûr que la science en fait partie, pas que, mais on ne peut pas exclure la science de l'ufologie, c'est impossible. Je vais me permettre d'apporter une réponse puisque avec Pascal on travaille ensemble. Et pour pouvoir après passer éventuellement à d'autres questions, c'est que par rapport au point de vue scientifique, il y a plusieurs points de vue scientifiques, et il y en aura toujours plusieurs. Il y a ce qu'on appelle communément taux les boulons, voilà, cette science dont ils ont parlé, et il est vrai qu'ils n'ont pas parlé d'une certaine science qui s'y rapproche, c'est pour moi tout ce qui est physique quantique et ce qui tourne autour de ça. C'est une autre piste. D'ailleurs, vous allez en parler au Venez Languedoc bientôt avec tout ce qui est conscience. Ça fait partie d'une des pistes scientifiques qui commence à être développée et c'est pris dans ce qu'ils expliquent en tant que preuve scientifique quelque part. Hein. Ça fait partie de tout ça. Il y a ce côté-là, il ne faut pas l'oublier. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont tendance à oublier ce côté-là dans l'ufologie. C'est une des pistes, mais James parlait tout à l'heure des oiseaux, et je trouve que c'est un très bon truc pour parler de l'ufologie. C'est que les oiseaux sont toujours encore et toujours étudiés aujourd'hui. Même si ça fait des années, des siècles qu'on étudie les oiseaux,
Ils ne le sont pas aujourd'hui. On découvre encore des choses. Donc il y a plusieurs pistes et hypothèses scientifiques qui sont étudiées. La science évolue, la science s'ouvre également à d'autres choses, dont la conscience, et ça fait partie aussi des hypothèses OVNI qui vont petit à petit arriver sur notre chemin. Oui, je pense que de toute façon tout le monde a sa place dans l'ufologie, et je crois que M. De Josso, qui est un bien bon quart d'heure, va commencer à s'impatienter. Alors on l'écoute. Non, en fait, il y a quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, c'est l'archéologie. Alors moi, personnellement, je m'intéresse bien à toutes ces choses anciennes ça fait 12 000 ans et tout ça. Et dans l'ufologie, maintenant, ça commence un petit peu à s'ouvrir, on commence à découvrir des choses, et je voudrais savoir, est-ce que les archéologues, alors là, par contre, c'est une question très précise, est-ce que les archéologues, il y a une chape de plomb sur eux? C'est-à-dire est-ce qu'ils découvrent des choses? Par exemple, je ne sais pas, un peuple primitif, il a vu une étoile voler, j'en sais rien, il a vu une lumière, et puis il a fait une sculpture. Et est-ce que les archéologues cachent des choses? Alors je ne veux pas aller dans la théorie du complot et tout ça, parce que bon, voilà. Mais est-ce que les archéologues n'ont pas une chape de plomb sur eux? Parce que j'ai remarqué, ils disent des trucs, ils font des reportages, je regarde beaucoup de reportages archéologiques, et j'ai l'impression qu'ils se basent qu'à des trucs un peu, voilà, malheureusement, sur le débat scientifique, mais j'ai l'impression qu'on leur empêche de nous montrer des choses qui sont originales, que les peuples ont peut-être peint, et on dirait que pour leur carrière à eux, ils ne veulent pas le dire, ou alors ils ne veulent pas trouver des explications. Alors ma question c'est, est-ce qu'il y a une chape de plomb dans le milieu archéologique par rapport aux ovnis, des peuples primitifs qui auraient vu des ovnis à l'époque voilà. Bon, je vais vous répondre en citant quelques énigmes archéologiques. Par exemple, dans le temple d'Abydos, on a trouvé des hiéroglyphes qui ressemblaient à un hélicoptère, un avion, un sous-marin. Mais après, on s'est aperçu que c'était un palimpseste. Donc c'était des hiéroglyphes qui ont été recouverts par d'autres, et ça fait une forme atypique. D'ailleurs, on peut se demander si les extraterrestres viennent, pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient des hélicoptères sur Terre. Ensuite, il y a eu l'oiseau de Saqqara, qui ressemble à un avion, mais finalement c'est juste un jouet pour les enfants, a priori, d'après les tests communs. Pour les pyramides d'Égypte, on connaît pas actuellement le mode réel de construction. Il y a énormément de théories, dont une disant qu'elle s'était faite par des extraterrestres, qui est extrêmement controversée, d'autant plus qu'on a trouvé des fresques qui montraient que, par exemple, les blocs de granit étaient bien transportés par bateau ou autre. Donc ce qui fait que je ne peux pas qu'il y ait une chape de plomb, mais la plupart de ces énigmes archéologiques trouvent des réponses. Et il est vrai que des fois on ne trouve pas de réponse. Par exemple, quand on trouve des peintures rupestres dans certaines cavernes, on a trouvé en Europe et dans d'autres continents, ça peut ressembler à d'éventuels petits grilles, mais on n'a aucune idée des motivations des peintres. Ça peut être juste une proto-religion, ça peut être des divinités imaginaires, des drogues végétales et autres. Donc on ne peut pas trancher sur ce côté-là. Donc il y a toujours effectivement l'hypothèse extraterrestre, mais plus on monte dans le temps, moins on repose sur des faits vérifiables. Après, on pourra plus parler si vous avez des exemples concrets. Alors, Franck, excuse-moi, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'on a découvert sur Terre des structures, d'énormes structures, avec des pierres pouvant peser des tonnes et des tonnes, taillées, on voit bien qu'elles sont taillées, et à l'époque où elles ont été taillées, en aucun cas, les gens de l'époque n'avaient les outils nécessaires pour les tailler. On a retrouvé sur ces pierres des petites entailles, à des endroits comme quand on scie avec un laser ou avec une scie électronique, mais aucun outil ne peut faire ce genre de petites entailles à intervalles réguliers parce qu'ils les ont analysées, et surtout que les blocs, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'aller voir ces structures sur internet, puisqu'il y a un archéologue qui est très connu qui nous montre ces structures,
Et là, je ne suis pas d'accord. Je veux dire, qu'on me donne l'explication comment ça a pu être fait. Oui. Corinne, je pense que Franck n'a pas voulu dire qu'il n'y avait pas d'énigmes. Il y a des énigmes en archéologie, que pour l'instant, on ne sait pas résoudre. Oui, mais... Il est clair que, lorsque, même en parlant des pyramides, les Égyptiens de cette époque, surtout de la première à la 4e dynastie, c'est-à-dire l'époque du plateau de Gizeh, les pyramides de Gizeh, ils avaient des marteaux en pierre et des burins en cuivre. Ils ne savaient pas encore utiliser le fer et encore moins l'acier. C'était l'âge du bronze. Et les outils en bronze ne peuvent pas. Il faut un temps infini pour tailler des blocs de granit. Je ne parle pas du calcaire, parce que le calcaire, on peut toujours le tailler, même avec du bronze. Mais pour tailler du granit, c'est une toute autre histoire. Et pour couper, scier des blocs de granit de plusieurs tonnes et les assembler sans qu'on puisse glisser le soupir d'une mouche entre eux, et d'une façon si parfaite que même de nos jours ça serait difficile. Voilà, je suis d'accord. Il y a des énigmes. Voilà. Mais tout ce qu'on appelle énigmes archéologiques ne sont pas des véritables énigmes. Et certaines, qu'il a citées, on peut les expliquer très facilement. Mais d'autres non, d'autres on ne peut pas. Donc il subsiste des énigmes. Mais pour répondre à la question de monsieur, je crois que les archéologues ne sont pas menacés par les gouvernements au cas où ils découvriraient quelque chose. Je crois que, étant donné que ce sont des gens qui essaient d'avoir l'esprit le plus rationnel possible, leur chape de plomb, comme vous disiez, monsieur, ils se la mettent eux-mêmes. Il se trouve que jusqu'à présent, on n'a pas découvert de véritables artefacts anachroniques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assimiler à la culture de l'époque. Par exemple, on aurait trouvé enchâssé dans une salle secrète de la pyramide de Khéops un objet qui fonctionnerait à l'électricité. Là, ça serait une révolution. Mais jusqu'à présent, cet objet, cet artefact, on ne l'a pas trouvé. Ah, c'est possible. C'est possible, mais en tout cas, peut-être qu'on l'a trouvé, mais on ne l'a pas révélé. James, c'est en partie faux. Mais ça n'est pas lié aux extraterrestres. Mais tu as raison quand tu dis que les archéologues sont prudents, je ne sais plus le mot que tu as utilisé exactement. Je vais vous raconter un truc qui est vrai, qui est reconnu de toute la communauté archéologique et historienne. Dans les années 20-30, on a découvert dans une tombe du Mexique des environs de l'an 200. On l'a découvert dans les années 1920-1930, peut-être pas été clair. On a découvert des objets, des artefacts dans une tombe au Mexique. On a attendu le 21e siècle pour ouvrir les caisses. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres priorités. Et dans les caisses qui avaient été fermées donc, aux environs de 1930, qu'est-ce qu'on trouve? Des poteries et des objets romains. La chronique. Ça pose question. Comment ça se fait que des poteries, des objets romains, il n'y avait pas beaucoup, il y en avait deux, soient arrivés au Mexique aux environs de 200 après Jésus-Christ? Parce qu'officiellement, enfin, on n'a pas de texte romain latin qui nous disent qu'il y avait des liaisons quotidiennes. Mais bon. On pense que bien avant les Romains, les Phéniciens auraient apporté. Tout à fait. Alors, on suppose, ils sont allés jusqu'aux Açores, on a la preuve qu'ils sont allés jusqu'aux Açores, puisqu'on a trouvé des pièces phéniciennes du premier millénaire dans les Açores. Et si on suit le courant marin qui va vers l'ouest, effectivement, ça nous amène aux environs du Venezuela, on continue à le suivre, il n'y a même pas besoin de ramer, on remonte le golfe du Mexique et on revient par l'Europe un peu plus au nord, là on revient par le sud des États-Unis et l'Europe à peu près au niveau de l'Espagne. Ouais. On a quasiment des preuves vraiment scientifiques aujourd'hui pour dire que à l'époque à la fin de la glaciation, de la dernière glaciation, des Homo sapiens, des hommes de Cro-Magnon, donc, tout à fait. Ont réussi à atteindre le continent américain, mais à ce moment-là, sur la côte nord-est de ce qui est aujourd'hui les États-Unis, tout simplement en suivant la côte glacée sur la banquise de jusque-là, et en faisant le tour comme ça, en suivant de près la côte, en s'arrêtant de temps en temps. Ils avaient ce qu'il leur fallait pour faire du feu, des lampes à huile, des peaux de bêtes qui les protégeaient. Des peaux de phoque, en fait, ils faisaient l'huile et tout avec le phoque. Des preuves irréfutables
irréfutable que des Européens, il y a 12-15 000 ans, sont allés au il y a 17 000 ans, c'est la culture de Clovis, qui vient d'Aquitaine. En gros, en Aquitaine, c'est là d'où je viens, on crevait de fer. Vous voyez, c'est plus le cas aujourd'hui. Et ils sont allés en suivant les glaces, comme tu disais, en prenant la graisse de phoque pour faire de l'huile, la viande de phoque pour manger, la peau de phoque pour se vêtir. Petit à petit, ils sont arrivés jusqu'aux environs de Terre-Neuve. Et aujourd'hui, il y a un quart des gènes des Amérindiens du nord de l'Amérique qui sont des gènes d'Aquitaine, en fait. Je crois qu'au-delà de ça, en archéologie, bon, moi je rejoins, je pense que quand même un jeune archéologue a plutôt intérêt à adhérer aux modèles qui sont en place en égyptologie ou autre. Enfin, c'est lui qui voit, mais il risque de ne pas faire long feu parce qu'il va avoir un maître de conférence, il commence à sortir des théories qui sont un peu trop loin du mainstream, je pense qu'il finira pas son cursus. Bon, c'est un avis personnel. Bon, et après, certains rentrent naturellement dans le moule, d'autres moins. Mais ce qu'il faut bien comprendre en archéologie, c'est que moi j'invite tous ces grands professeurs à beaucoup d'humilité. Je prends pour exemple le temple de Göbekli Tepe qu'on a découvert en 95, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Et c'est grâce à ce temple qu'on a découvert qu'en fait que la religion n'était pas liée à la sédentarisation, mais que c'est ce temple de Göbekli Tepe, donc religieux, qui avait déclenché la sédentarisation. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu plus de 20 ans, on a complètement modifié un courant de pensée qui était bien établi. Voilà, donc, et on en revient à la science, je pense qu'il manque aujourd'hui à la science, tous ces courants qui sont établis, un petit peu d'ouverture d'esprit. Moi, c'est ce que je demanderais aujourd'hui, c'est-à-dire à tous ces gens qui savent, peut-être de garder quand même des portes ouvertes, comme disait Gildas tout à l'heure par rapport au livre de Salah, et là je le rejoins à 100%, ça ne veut pas dire tout gober, mais ça veut dire, même si on n'accepte pas tout, garder quand même une porte ouverte, se dire, ok, moi ça me paraît impossible, mais je veux bien écouter, écoutons quand même, voilà, gardons quand même un esprit ouvert parce que on ne sait pas tout, donc il faut, à mon sens, et c'est ce que je demande à la science ou à tous les mouvements professoraux, c'est de garder quand même un esprit relativement ouvert. Par contre, Pascal, la plupart des ethnologues continuent à ne pas penser que c'est la religion qui a précédé la sédentarisation. Ça revient ? C'est encore marginal pour l'instant. Ils continuent à penser que c'est d'abord l'élevage, l'agriculture qui entraîne la sédentarisation. On s'approprie le terrain, on met les morts à côté, on s'approprie le terrain à côté, on crée la religion, on met un temple, on s'approprie le terrain autour, et ainsi de suite. Et bon, je ne suis pas un spécialiste, mais ça serait un cas unique quasiment. Les structures, en fait, les structures de Göbekli Tepe n'ont pas fini d'être étudiées, puisqu'en fait, on a trouvé un ensemble de structures, mais le site total est infiniment plus vaste, il s'étend sur des centaines d'hectares. Et seulement le problème, c'est toujours le même qu'on a en archéologie comme dans d'autres disciplines, c'est l'argent. Pour creuser, et pour engager des chercheurs, pour faire venir des chercheurs renommés. Sans compter, oui, bon, c'est la Turquie, c'est vrai que on n'y va pas en vacances, hein, c'est clair. Mais en 95, il n'y avait pas encore tout à fait d'événements, comme on disait. Mais il faut de l'argent. Et on est toujours bloqué par l'argent. Mais Göbekli Tepe, qui remonte à peu près entre 10 et 11 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait entre 12 et 13 000 ans de notre époque, c'est la première manifestation connue d'architecture de mégalithes, de pierres taillées, avec des bas-reliefs, avec des hauts-reliefs. C'est la plus ancienne connue. Et même les gens qui ont peint, les artistes, parce que ça en était vraiment, qui ont peint Lascaux, qui ont peint Altamira, qui ont peint la grotte Chauvet, qui ont peint la grotte Cosquer, ils n'avaient pas ce degré, et pourtant ils étaient à peu près aussi anciens, peut-être même légèrement plus anciens, ils n'avaient pas ce degré de technicité. Parce que ces pierres, il fallait les tailler. Les bas-reliefs, il fallait les tailler. Et c'est des bas-reliefs tout à fait réalistes. On voit des animaux, et les tailler, oui, en haut-relief ou en bas-relief, d'ailleurs, il y a les deux, à Göbekli Tepe. Mais le site n'a pas fini d'être exploré. Et on espère qu'ils vont continuer, qu'ils vont avoir les crédits pour avancer.
C'est les scientifiques allemands qui l'ont découvert, hein, c'est Schmitt, je crois. Voilà. C'est une découverte absolument extraordinaire, c'est une révolution de l'archéologie. Mais, par contre, reste le mystère de quel est le peuple qui les a construits. D'où venait-il? Qui était-il? Était-il assimilé à des Sémites, à des gens venus du Caucase? On ne sait pas. On a trouvé des ossements qui sont en cours d'analyse, mais il faut beaucoup de temps pour analyser des ossements de 12 000 ans. Ça ne se fait pas comme ça, comme dans les séries télé, où les mecs, ils ont le résultat ADN une heure après. C'est vrai. Pas peu de gens. Et pourtant, on en a parlé. Pourtant, on en parle. Tu tapes Göbekli Tepe sur Google, tu vas voir tous les... Il y en a plein, mais le grand public ne connaît pas. Et pourtant, c'est une découverte absolument majeure. On n'a rien trouvé de mieux depuis la pyramide de Khéops. Un petit mot pour rigoler encore un peu. Et s'il y a des extraterrestres qui s'occupent de nous depuis 10 000 ans, 20 000 ans, après tout, c'est dans certains textes, le rapport de Majestic 12 disait, évoquait des manipulations génétiques il y a 10, 15, 20 000 ans. Hein. Alors là, l'archéologie fantastique, elle devient encore plus fantastique. Et les déplacements de population aussi. Hein. Là, il faut relire le Matin des magiciens, parce que bien qu'il date de 1960, on y apprend encore des choses. Oui, oui. Et les Sumériens également. Bon, ce côté qu'en archéologie, les choses ne sont jamais figées parce que de nouvelles découvertes peuvent tout remettre en cause. Par exemple, on pensait que l'Homo sapiens datait de 200 000 ans, jusqu'à qu'on retrouve de nouveaux ossements au Maroc qui l'ont repoussé de 100 000 ans. Donc, sur le site de Nazca, pas très loin, on vient de retrouver des nouveaux géoglyphes. Et alors, bon, par exemple, sur l'énigme de Nazca, parce qu'on n'a pas encore parlé, on pense avoir compris la conception. Parce qu'il y a des maquettes ou des pieux qui ont été retrouvés sur le site qui laissent supposer qu'il y avait une projection, une échelle, qu'ils avaient une unité de mesure pour faire ça, ou qu'il y avait certaines montagnes qui permettaient de voir finalement ces structures. Il n'y a pas besoin de moyens, rien pour certaines. Par contre, on ignore la conception, la finalité. Et là, il y a plusieurs thèses qui ont été faites. Sur une aire de tisserand géant, que ce soit des repères pour des sources aquifères, que ce soit des calendriers astronomiques, ou alors des repères spatiaux. Mais sinon, ou alors que ce soit des extraterrestres qui l'ont fait, en précisant que sur la vingtaine de motifs stylisés, c'est plutôt des motifs végétaux ou animaux. Il y en a un seul qui est un peu bizarre, c'est ce qu'on appelle justement l'extraterrestre, où on voit un espèce d'humanoïde qui tend la main comme ça. Donc pour l'instant, toutes les hypothèses sont ouvertes, c'est pour ça qu'il est préférable de les prendre au cas par cas, et on pourrait parler de bien d'autres, comme la carte de Piraeus, par exemple, de Piraeus, ou alors les pics de Bagdad, si vous voulez parler de ces sujets-là. Ou la dalle de Palinque. Excusez-moi, c'est moi qui je vous pose une question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les Vimanas? Alors, c'est carrément les ovnis, là. Les Vimanas originaires de livres mythiques hindous, qui sont le Mahabharata et d'autres. Bon, le Mahabharata, il a été écrit, c'est une légende orale qui a commencé, qui daterait de 15 siècles avant Jésus-Christ, et dont on a commencé la rédaction quelques siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est une tradition orale. Et il est... Je vais répondre à cette question. C'est notre livre d'histoire. Il était très sérieux et là, ça m'a séché, j'ai plus rien dit. Hein, et j'ai commencé à le refeuilleter d'une façon avec un œil différent. Pour eux, ce n'est pas un livre religieux ni mythologique, c'est leur histoire. Et là, on l'aborde avec un œil complètement différent. Ok. Alors d'abord, avant de le qualifier,
J'ai peut-être été un peu vite en disant religieux, mythologique. On va dire qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est une bagarre, c'est des histoires de bataille entre des dieux et des démons. Voilà ce qu'il est exactement. Et dans ces batailles, il est question effectivement de moyens troublants, puisqu'on a parfois des guerriers qui sont capables de tirer des centaines de milliers de flèches, des cités invisibles, et il est parfois fait allusion à des navires, à des aéronefs, donc on appelle Vimana, qui se décrit précisément. Alors je vais vous donner une hypothèse, comme ça sera plus pratique. Alors, ils sont effectivement décrits précisément, c'est-à-dire qu'on a le mode de propulsion qui peut être terrien, solaire, dans le système solaire, et donc même extra-solaire, donc interplanétaire. Ensuite, on a le mode de propulsion, un moteur en mercure, on a même l'habillement de l'équipage, et après, voilà un peu pour la description de ces engins. Alors, soit il s'agissait d'engins réels, et donc, et par contre, je vais vous citer toutes les critiques qui ont été apportées à cette thèse. D'abord, il a été dit que le moteur Mercure, même de nos jours, n'est pas une idée scientifique idéale pour faire propulser un vaisseau. Toutes les représentations, quasiment, sont modernes, c'est-à-dire que c'est des représentations qui sont contemporaines et qui ne datent pas de l'époque. Ensuite, le sanskrit est très difficile à traduire. Bon, ça, c'est pas encore un problème. Et d'autre part, il a été noté dans ce livre qu'il y a des passages qui sont peu crédibles. Par exemple, on voit des passages où il y a des guerriers qui chevauchent des poissons, qui chevauchent des héros. On le sent, je l'ai lu, le Mahabharata, enfin au moins une partie, et on voit que ça ressemble à des récits mythiques, on a du mal à le croire. Après, on met une étiquette qu'on veut dessus, mais on n'a aucune preuve de l'existence réelle de ces aéronefs. Alors, j'ai une question pour toi, Martine. Elle est simple. C'est quoi le livre religieux pour la majorité des gens en Occident? Et si je te disais que la moitié, c'est un livre d'histoire? C'est la même chose. Après, les livres d'histoire ont parfois raison, et parfois on s'y se trompe. Donc moi, j'ai pas la solution. Nos livres d'histoire à nous, depuis le primaire jusqu'à maintenant, où il y a énormément d'erreurs et de choses qu'on nous a inculquées qui sont... Énormément, c'est peut-être beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Dans les manuels de 5e, il y a toujours Christophe Colomb qui découvre l'Amérique. Il faudra qu'il le change. Et on pourrait parler, pour notre sujet, des erreurs historiques qui ont été relevées dans les ouvrages religieux, et je peux citer par exemple ceux dans la Bible. Donc on représente souvent Jésus crucifié à la main, là, comme ça. Donc c'est pas possible, ça ne tiendrait pas. Les Romains ne crucifiaient pas comme ça, ils crucifiaient normalement à ce niveau-là, au niveau du poignet ou sur le bras. Des historiens ont précisé que Jésus, au vu des faits qui lui étaient reprochés, n'aurait pas dû être crucifié mais lapidé. D'autres ont précisé que s'il était crucifié, ce n'était pas sur une croix telle qu'on la représente comme ça, mais plutôt sur une croix en X, à quelques dizaines de centimètres du sol. Nazareth n'existait pas à l'époque de Jésus, etc., etc. Donc quand des historiens ou des spécialistes en droit romain commencent à s'intéresser à cet ouvrage, ils trouvent plein d'erreurs historiques. Et c'est la même chose dans tous les ouvrages religieux, que ce soit le Coran, le Mahabharata ou celui-là, pseudo-religieux. Donc ce qui fait que ça nous invite à prendre du recul par rapport à toutes ces œuvres. On ne peut pas dire que c'est sans intérêt. Ces littératures sont très intéressantes, mais il ne faut pas les prendre comme, j'allais dire, comme parole d'évangile. Tous les peuples guerriers disent qu'il y a des êtres qui sont venus ici, qui sont venus les voir. Et dans toutes les légendes, vous avez ce récit. Donc à un moment donné, s'il y a une personne qui vous dit, on dit, voilà, lui c'est illuminé, on s'en fout. Et quand vous avez tout le monde qui raconte la même légende, il y a quand même quelque chose, c'est un peu comme, on dit, lui c'est un fou. Bon, mais il y a une personne qui le dit, mais quand il y a 100 personnes qui disent que je suis fou,
c'est que je suis fou. Et dans toutes les légendes, il y a toujours les gens qui viennent du ciel, qui viennent voir les êtres humains. J'ai une solution à vous proposer qui ne va pas beaucoup plaire et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, mais c'est une possibilité. À un moment donné, tous les peuples passent par les mêmes phases qui mènent au développement qui nous a amenés au nôtre actuellement. Et à un certain moment de leur développement, ils passent par une phase de croyance, religion, divinité supérieure venue du ciel. Quels que soient les peuples, tous sont passés par cette phase et tous ont des récits qui se ressemblent. Alors je ne veux pas dire que c'est la seule raison, mais c'est une raison qui est scientifique, en tout cas. Bon, moi je crois, c'est vrai que j'ai un avis un petit peu différent, je crois qu'il faut prendre ces livres religieux, qui sont considérés comme des livres d'histoire par les co-religionnaires qui, pour les juifs, qui pour les chrétiens, qui pour les musulmans. Enfin, si on prend la Torah qui va donner le Nouveau Testament et quelque part aussi le Coran, on sait aujourd'hui, c'est historique, que ce livre, la Torah, a été écrit en très grande partie pendant l'exode à Babylone. Donc ce livre-là, c'est très fortement inspiré des écrits babyloniens et donc des écrits sumériens. Donc effectivement, là, sur cette religion-là, on a une base commune qui sont les écrits sumériens. Je vous invite, si vous voulez creuser le sujet, bien sûr, à lire les ouvrages de Mauro Biglino, qui est un Italien, philologue, qui a travaillé pour une édition qui travaillait pour le Vatican, dont le métier était de traduire littéralement l'araméen. Et donc effectivement, lui, il en est arrivé à la conclusion, je pense que vous allez le rejoindre là-dessus, que l'histoire qui est racontée est une histoire littérale et que ce ne sont pas des analogies. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si un peuple est à un point donné, c'est-à-dire un peuple d'Amérique du Sud, qui n'ont pas rencontré les Sumériens, et qui dit, nous on a vu des gens descendre du ciel et ils sont venus nous voir. Ils ne se sont jamais vus. Hein. Ils racontent la même légende, ça c'est la même chose. Après un autre peuple, tu n'as jamais vu l'autre peuple qui raconte la même chose. À un moment donné, vous posez peut-être la question, il s'est bien passé quelque chose. Parce que je veux bien que l'homme préhistorique va trouver ça croire intéressément et tout, mais comment on peut croire que quelque chose de... Comment on peut raconter un récit, si peut-être on n'a pas vu, après je ne vais pas rentrer dans les fantasmes, vous voyez ce que je veux dire, mais chaque peuple, indépendamment les uns des autres, ils disent tous qu'ils ont vu quelqu'un venir les voir et leur dire, je ne sais rien, bonjour, salut, ça va là. On a un exemple moderne, je sais plus si c'est en Afrique, vous me corrigerez peut-être, où un pilote américain s'est posé un petit peu en urgence sur une île, où il y avait des tribus aborigènes ou africaines, je ne sais plus. En Papouasie peut-être, voilà, et concrètement, cette tribu est arrivée à diviniser le pilote. Parce qu'il avait une technologie tellement en avance par rapport à la leur qu'ils n'ont même pas pu intégrer immédiatement que c'était simplement quelqu'un comme eux, parce qu'il arrivait de... Donc moi je suis très loin de rejeter effectivement cette hypothèse que les textes qu'on lit ou que la base même des religions est peut-être au départ simplement une définition avec les mots de l'époque de ce que certains peuples ont pu vivre. Je crois que c'est une hypothèse aujourd'hui qu'il ne faut pas fermer définitivement loin de là. Je suis plus sceptique et je vais donner un autre exemple de légende pour appuyer mon idée. Vous connaissez tous Moïse, le bébé sur le bouffé, un truc lâché au milieu de l'eau, qu'on retrouve dans la Bible, qu'on retrouve... cette légende-là véhicule une idée d'ascension sociale. Okay. Cette légende, vous allez la retrouver à Rome, avec Romulus et Rémus, recueillis par la Louve. Vous allez me dire, bon, ils ont pu entendre parler de Moïse. Hein. Quoique, je ne suis pas sûr que la légende à Rome n'ait pas été là avant celle de Moïse. Faire voir. Et par contre, il y en a une troisième, qui n'a pas pu être inspirée par Rome ou l'Égypte, et qui s'est développée parce que là encore, il y avait un désir d'ascension sociale. Les gens se sont mis à raconter la légende de deux enfants qui ont été abandonnés toujours dans leur petit couffer en osier, dans une rivière, et qui sont finis dans le lac Titicaca. Là, vous avez vu où on arrive au Pérou, en Bolivie, l'un ou l'autre. Et ces enfants, en tout cas l'un d'eux, est devenu l'Inca. Parti de rien, là encore, ils arrivent à la position du roi.
Et ça se passe avant l'arrivée des Espagnols, dans une société où le peuple est relativement écrasé et a un besoin d'ascension sociale. Et ils inventent la même légende que celle qu'il y avait en Égypte, sans pouvoir avoir été influencés. Vous allez me dire, mais ça ajoute du moulin à mono. Parce que du coup, tout à fait. Sauf si on considère, et sur ce côté-là, moi je suis plutôt en faveur de l'hypothèse sociologique, sauf si on considère que l'être venu du ciel est la divinité, qui n'a rien à voir avec de véritables êtres venus du ciel, et auquel cas, pour moi, ça serait plus un livre d'images, entre guillemets. Ça peut être des dieux, je ne dis pas qu'ils leur... Ça peut être des dieux pour eux, ça ne veut pas dire que ce sont des extraterrestres. Ça ne veut pas dire que ça n'en sont pas non plus. N'oublie pas une chose, l'humain est fabriqué en série dans sa façon de créer sa société, donc c'est logique qu'il va trouver peut-être une idée qui sera similaire, mais où les deux civilisations ne se sont jamais vues. On ne parle pas d'extraterrestres. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On aura une en série de juste. Les schémas mentaux sont reproductibles chez l'être humain. Il faut passer à la dernière question, parce que là on est hors délai. D'accord, on dit qu'on a dépassé le temps. Ah oui, effectivement. Alors, du coup, je ne voulais pas vous couper, c'est très intéressant. C'est une question qui est beaucoup plus récente, du coup. C'était surtout pour Gildas, qui est dans le circuit ufologique depuis maintenant quelques temps. On voit que de nos jours, les livres et ceux qui sortent beaucoup dans les interviews sont des récits un peu fantasmagoriques, on peut dire. Et voilà, je voulais un peu avoir votre avis sur comment vous avez vu, vous, un peu l'évolution de l'ufologie en plusieurs dizaines d'années, et aussi rebondir du coup sur l'avis de Pascal, qui gère maintenant le MUFON au niveau de la France. Comment il peut, avec le MUFON, arriver derrière toute cette histoire ufologique et au milieu de ce marasme dans lequel on semble se trouver. Ah bah si, je crois qu'on peut continuer, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et j'ajoute que, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il va se passer des choses. On va avoir beaucoup d'informations qui vont sortir. Ça, j'en suis persuadé. Donc, ça va rester un sujet intéressant et, j'ajoute, un sujet très important. Ça, c'est mon point de vue. Est-ce que j'ai assez répondu? Et au niveau de l'évolution que vous avez pu voir... L'évolution, écoutez, on est passé par plusieurs phases, il y a eu des hauts et des bas, c'est vrai qu'il y a eu... Bon, ces derniers temps, ces dernières années, il y a eu des polémiques assez dramatiques sur des révélations, des pseudo-révélations. Bon, il faut faire attention, il ne faut pas tout prendre, mais on continue à avoir des découvertes, des études. Moi, je pense, j'ai été ami pendant 10 ans du docteur Roger Lair, par exemple. C'était vraiment très intéressant ce qu'il a fait. Mais ça continue et ça va continuer. Je parle des opérations d'extraction d'implants. Et maintenant, on a Robert Bigelow, qui était un homme énigmatique, qui avait son opération à Las Vegas, un milliardaire de Las Vegas. Il fait son coming out, il sort du bois, il dit oui, il y a des ovnis, je le confirme, j'en suis certain. Et d'ailleurs, j'ai des artefacts extraterrestres à étudier qui m'ont été confiés par les militaires américains. Alors attendez la suite, vous allez voir. Je suis sûr qu'il va se passer des choses maintenant. Excusez-moi, je continue dans la foulée. Alien Project, vous en pensez quoi? Moi, c'est no comment pour moi. Bon, quand on a découvert ces petites grandes momies, il y avait 3 solutions. Soit que ce soit un canular élaboré, une fraude faite par des wakeros ou des complices, justement, pour monnayer ces momies à fort prix, ce qui se fait actuellement, elles se vendent pas cher. Soit c'était une forme d'art faite avec des différents types d'os venant d'animaux, de chats, de chameaux, de je ne sais quoi, mais un type d'art par des peuplades anciennes, soit pour un mythe ou parce qu'ils ont réellement vu des êtres de ce type, ou alors des êtres vivants.
Bon, c'est très complexe de répondre puisque seuls des taxidermistes ou même des taxidermistes ou des spécialistes de la fraude archéologique pourraient répondre, et puis on a des avis contradictoires. Sur les petites momies, les plus petites qu'on a retrouvées, il est évident qu'a priori, d'après les analyses, ça ne peut pas être des êtres vivants, parce que d'après leur structure morphologique, elles ne pourraient pas tourner les membres. On a des mélanges d'os qui ont été identifiés comme des os de poulet, des choses comme ça, quoi. Le problème se pose pour les momies un peu plus grandes, où là il paraîtrait qu'il y a des tendons, des nerfs qui seraient bien agencés, donc seuls des professionnels peuvent répondre à ça, sous condition d'avoir le bon matériel et des experts indépendants et technicoles. Et les bonnes motivations aussi. Et les analyses, donc, on les attend toujours. Le résultat. Et puis n'étant pas un expert, je ne suis pas taxidermiste, je ne suis pas médecin légiste, donc je ne peux pas vous donner mon avis. Ok, merci. Plus de questions? Ouais, merci d'être venu. Alors là, je parle aux conférenciers intervenants de la table ronde, parce qu'il est très sympa pour nous de vous avoir accueillis aujourd'hui. Pour certains, ce n'était pas la première fois, d'autres aussi. J'espère qu'on vous reverra. Et merci aussi au public, qu'on n'avait pas vu aussi nombreux depuis pas mal d'années. On avait compté plusieurs fois dans la journée. Je crois qu'à un moment donné, on est arrivé à 74. Il faut dire qu'il faisait un peu chaud à ce moment-là dans la salle. Merci à vous d'être venus, et puis on espère que vous n'avez pas trop passé une mauvaise journée et qu'on vous reverra bientôt.